Bonsoir à tous et à toutes et merci d'assister à ce nouveau webinaire des mardis de Protilab. Une fois de plus, vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation et je pense même que ce soir nous allons battre un record. Nous vous en remercions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Eric Darroux, le directeur général du laboratoire Protilab. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Pascal Ziman, président de la Société française de dentisterie esthétique, que l'on ne présente plus tant il est connu dans son domaine. Il va aborder le terme suivant, les facettes pelliculaires, en détaillant les indications, les avantages et les protocoles cliniques. Pour votre confort, je vous invite à masquer votre bandeau de gestion de l'application GoToWebinar qui se situe à droite de votre écran et à vous mettre en mode plein écran. Pour tout problème de connexion, notre standard est ouvert au 0800 81 99. J'en profite également pour inviter tous les participants à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation via la barre verticale située à droite de votre écran dans l'onglet questions. Nous les partagerons avec le Dr Ziman à la fin de sa présentation. Bon webinaire à toutes et à tous. Dr Ziman, c'est à vous. Eh bien, bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir et de partager cette conférence avec la société Protilab. Et puis, je sais que j'ai des amis un petit peu partout en France qui vont ouvrir leur écran pour voir si je raconte des bêtises. On va essayer d'être très précis, de ne pas faire un monologue trop rébarbatif et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc, j'ai une petite manip à faire pour arriver à ma présentation. On y va, on est parti. Alors les facettes pelliculaires, en fait, vous le savez peut-être pas, mais ça fait longtemps que l'on fait des facettes pelliculaires. Et je vais aujourd'hui, comme vous voyez, je vais sortir de mon masque et je vais vous montrer bien, la vérité sur l'état actuel bien, de ces facettes, de ces techniques pelliculaires au niveau de ces restaurations antérieures. Alors, si on se rappelle bien, bien, en fait, pourquoi mon ordinateur ne veut pas avancer? Il n'est pas content là. Pourquoi il n'est pas content? Je ne sais pas. Ah voilà, ça y est, il est content. Eh bien, si on se rappelle bien, on a commencé ces facettes en céramique il y a plus de 30 ans. Monsieur Calamia, en 1983, nous a montré comment on pouvait coller sur l'intrado de la céramique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Eh bien, il a utilisé de l'acide fluorédrique. Et puis, à cette époque, ces facettes, eh bien, elles collaient sur quoi? Essentiellement sur de l'émail dû à M. Buonocco. Donc, ce Calamia, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand on a une facette, eh bien, en céramique, on met dessus de l'acide fluorédrique à 10% pendant 90 secondes. Ça, c'était vrai pour la feldspathie. Aujourd'hui, eh bien, comme on a des céramiques qui sont avec des charges qui sont différentes, pour une IMAX, on prendra de l'acide fluorédrique à 5% et on ne le laissera que 20 secondes. Bien évidemment, on aime bien les kits où on a le neutralisant qui est fourni avec l'acide, parce que l'acide fluorédrique c'est dangereux. Il faut très bien rincer la dent, enfin la facette, après avoir placé l'acide fluorédrique et le neutralisant pour éliminer tous ces excès d'acide. Et ce qui a été étonnant dans ces années 80, c'est que ces facettes pelliculaires ont eu un grand succès aux États-Unis et aucun succès en Europe. Alors, vous le remarquez tout de suite sur ce avant-après, ces facettes felspathiques pelliculaires, elles étaient très opaques. Elles étaient, on dit en anglais bulky, c'est-à-dire elles étaient un peu grosses. Et puis, ça nous donnait des sourires un petit peu américains, mais pas du tout dans l'esprit que nous, en Europe, on a de l'esthétique, où on veut que ça s'intègre et que ça devienne harmonieux. Aux États-Unis, il y a un conférencier, Mark Friedman, qui a fait des études sur ces facettes dites pelliculaires de l'époque, donc en feldspathie, et il a montré des résultats à 10 ans, à 15 ans, remarquables avec des taux d'échec inférieurs à 3%, grâce à, bien sûr, au collage sur l'émail, puisque ces facettes elles se collaient essentiellement sur de l'émail à l'époque. Et aux États-Unis, ça ne les choquait pas du tout d'avoir cet aspect blanc opaque de ces résultats. Nous, en Europe, sur des patients comme ça, on aurait fait un éclaircissement, on n'aurait jamais essayé de réaliser des facettes aussi opaques et aussi visibles. Quoi qu'il en soit, ils ont eu des bons résultats. Et
nous, eh bien, en Europe, les facettes pelliculaires des années 80-90, ça ne nous a pas tellement plu, parce que en fait, la facette, elle venait en excès de la dent. En fait, elle venait en surcontour de la dent, et surtout au niveau cervical. Dans cette zone ici, on avait toujours bien, un surcontour cervical, ce qui fait que la facette n'était pas vraiment extraordinaire sur le plan du rendu. Et puis, le deuxième défaut, c'est qu'il fallait qu'elle fasse au moins 0,5 mm d'épaisseur, étant donné qu'on n'avait que de la feldspathique à l'époque. Et dans ces cas, quand on n'a que de la feldspathique, bien évidemment, il est très difficile de masquer des tissus qui sont sous-jacents. En Europe, nous, on a été faire des facettes à partir du moment où on a su, tout simplement, où on a su coller sur des mailles et sur de la dentine. Et c'est ce que nous avons fait. Et ici, c'est un cas que j'aime bien, que j'ai réalisé sur à l'époque, il était étudiant en dentaire. Aujourd'hui, on est 20 ans après, c'est un dentiste qui vit maintenant en Israël. Et on avait fait 3 facettes feldspathiques sur ce patient, qui était dans un cas très favorable, puisque en fait, il avait cassé ses dents, il y avait des composites un peu partout, mais il n'y avait aucune discoloration sous-jacente. Alors, dans un cas comme celui-ci, à l'époque, c'était Marc Ristou, il m'avait fait 3 facettes en respectant les règles d'épaisseur. Et avec Marc, il fallait au moins faire 0,5, je dirais qu'il fallait même plutôt avoir 0,6 mm d'épaisseur pour réaliser un résultat convenable. Marc nous montait 3 facettes comme ceci, et on obtenait un résultat qui était somme toute très agréable. C'était loin de ce qu'obtenaient les Américains avec leurs facettes pelliculaires. On n'était plus du tout dans de la pelliculaire, on était dans des facettes beaucoup plus épaisses. Et c'est ce que nous avons développé, nous, en Europe, où on a fait beaucoup de facettes qui collaient à la fois sur les mailles, mais aussi, il faut le reconnaître, sur de la dentine. Et voici un cas qui m'a été référé il y a quelques années, d'une consoeur qui avait juste fait sur sa fille les facettes provisoires et qui m'avait dit à partir de maintenant, il faut que tu me fasses des facettes invisibles sur ma fille. Et là, ma surprise, ça a été quand j'ai enlevé les facettes provisoires, je me suis rendu compte qu'elle avait fait des facettes, voire presque des couronnes 3/4, et dans ces cas-là, il fallait aller coller sur de l'émail, certes, mais aussi beaucoup sur de la dentine. Et en fait, le problème que l'on avait à ce moment-là, c'était que les adhésifs amylodentinaires, ils n'étaient pas encore totalement performants. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Aujourd'hui, sur la dentine, on sait coller. Et je le rappelle ici, que la couche hybride, cette hybridation pour fermer les tubuli, pour tout bloquer, elle se fait à la séance de préparation des facettes, comme pour les inlays. Et je le rappelle ici encore, dans une publication récemment, Didier Lietchi, notre ami, il a montré que c'était lui qui avait montré ça pour la première fois, et il vient de publier un article pour mettre un petit peu les pendules à l'heure, et pour dire qu'il était le premier à avoir parlé de cette hybridation, ou cette couche hybride réalisée à la séance de préparation. Mais c'était important parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un très bon collage. Ensuite, comme on a de la place, comme on est dans des facettes relativement épaisses, le résultat est tout à fait acceptable et on arrive à un résultat qui est intéressant entre l'état de surface de ces 2 facettes sur les latérales et puis l'état de surface des dents naturelles qui sont collatérales. Et en fait, ces facettes étaient très valables sur le plan esthétique parce qu'on avait des résultats qui étaient de plus en plus intéressants. Voici un autre exemple, toujours avec ces facettes feldspathiques, mais qui étaient quand même relativement épaisses, où on avait à remplacer 2 énormes composites sur les dents de devant. Ces énormes composites, on les a éliminés, bien évidemment, on a préparé les dents et on a réalisé 2 facettes qui rentrent dans l'harmonie du sourire. Et vous voyez que quand la gencive revient au niveau des 2 centrales, parce qu'on a un point de contact suffisant, on obtient des facettes qui pratiquement sont peu visibles ou pas visibles dans l'ensemble du sourire de la patiente. Donc c'est toujours intéressant de montrer des cas où on n'a pas fait 6 facettes céramiques, mais où on en a fait 1 ou 2, parce que c'est là où on peut se rendre compte de la stratification que le prothésiste a obtenue et du résultat esthétique que l'on peut obtenir aujourd'hui avec des facettes feldspathiques ou en céramique pressée également. Mais les prothésistes nous ont toujours dit la chose suivante. Quand on veut masquer des tissus qui sont plus sombres,
eh bien, il faut préparer plus la dent parce que malheureusement, sinon, eh bien, la lumière va aller pénétrer à travers la facette jusqu'au tissu qui est sous-jacent, qui là est plus sombre, et ça va être réfléchi eh bien, vers l'œil du praticien et donc du patient. Et donc, tout l'art du prothésiste, c'est à la fois eh bien, de cacher dans sa stratification une partie de cette lumière pour pas qu'elle aille plus loin, mais c'est surtout au dentiste à donner l'espace nécessaire pour cacher ces tissus sous-jacents quand ils sont sombres. C'est ce qu'on a essayé de faire il y a longtemps déjà, et voici un cas que j'avais réalisé avec le laboratoire Le Cardinal, où on avait essayé de masquer des colorations assez importantes, sous-jacentes, et regardez le résultat au niveau cervical, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. On a des zones qui sont un petit peu sombres, qui apparaissent en sous-jacent, parce que le tissu dentaire sous-jacent est trop sombre, et la facette n'arrive pas, malgré la stratification, à cacher cette lumière. Un autre exemple, vous voyez aussi un cas où on a essayé de donner plus de place aux prothésistes, mais malheureusement, peut-être là, c'est les limites d'indication des facettes céramiques. Eh bien, on a dans les zones cervicales des petites colorations qui apparaissent et qui peuvent cacher un petit peu le résultat esthétique. Donc, ces facettes, même quand on donne de la place, c'est pas toujours satisfaisant quand on a un tissu sous-jacent qui est très sombre. Et voici encore un autre exemple. Je suis désolé, mais de temps en temps, la souris se bloque, mais c'est pas grave, on y arrive. Eh bien, un autre exemple où on a eh bien, un cas, encore une fois, d'un tissu sous-jacent qui est très sombre. Et regardez le résultat. Eh bien, on a enlevé les anciens composites, on a mis eh bien, à nu les tissus sous-jacents. Regardez ici, on est plutôt A5 ou A6. Et puis, quand on met déjà les facettes céramiques en niveau des dents du haut, regardez en bas la différence de teinte que l'on a. Il faut cacher tout ceci, masquer tout cela. Et là, eh bien, Jean-Marc Etienne m'a fait des facettes qui sont vraiment très intéressantes, où il a réussi avec sa stratification à masquer au maximum eh bien, ces tissus sombres sous-jacents, tout en donnant une certaine translucidité à ces facettes céramiques. Un autre exemple, quand on a des grands espaces interdentaires, où là aussi il faut faire attention aux tissus sous-jacents et comment on va masquer tout ceci, eh bien, on est obligé dans un cas comme celui-ci de pas mal préparer les dents, parce qu'il va falloir retrouver les espaces et les lignes de transition mésiales et distales, il va falloir retrouver tout ceci, et pour retrouver tout cela, ben, on a besoin de place pour le céramiste. Et c'est pour ça qu'au moment où on pose ces facettes, on n'a pas encore complètement la gencive qui vient fermer les espaces, mais quand on attend un petit peu, et là je vous montre une photo 15 ans après, eh bien on se rend compte que la gencive est totalement venue fermer les espaces. Et ici, on voit qu'à l'époque, Marc Christou avait su déjà obtenir des facettes relativement translucides et qui ont assez bien vécu dans le temps. Mais là, il s'agissait de facettes sulfatiques. Dans ce cas, j'ai eu de la chance. Même à très long terme, on n'a pas eu de fracture de petits bouts de céramique en incisale. Mais dans d'autres cas, il est vrai qu'avec ces facettes felspathiques, ben, j'ai eu quelques échecs. Parce que la résistance mécanique était un petit peu insuffisante. Parallèlement à cette avancée dans l'utilisation des facettes céramiques, il y a eu une étape très importante de la dentisterie esthétique moderne, c'est de préparer, de faire un projet esthétique de tous nos cas. Que ce soit pour des facettes ou que ce soit pour des couronnes, quand on refait un sourire à un patient, il est impératif de réaliser des empreintes, de réaliser un wax-up. De ce wax-up, eh bien, on fait un modèle, on tire une gouttière, et cette gouttière, on va la remplir d'une résine fluide, et on va essayer tout ceci en bouche, en polymérisant quelques secondes après avoir isolé les dents. Et ça, c'est quelque chose qui doit être maintenant systématique parce qu'on doit visualiser et surtout, on doit se servir de ces instruments pour obtenir des meilleures préparations et des meilleurs résultats esthétiques. Voici un cas clinique que j'avais présenté à l'ADF il y a quelques années et j'avais présenté ce cas où la patiente était venue me voir avec des vieilles restaurations sur les secteurs antérieurs. Quand on se met de plus près, on voit que les dents ont vraiment des composites un petit peu partout. Elles sont très. Là, on avait rajouté du composite, c'était un ancien confrère qui avait fait. Et puis, il était temps de passer
à des facettes chez cette patiente qui avait en plus un antécédent d'anorexie et donc une usure de son émail. Et donc, on a fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que on a fait, on a fait, eh bien, un wax-up. De ce wax-up, eh bien, on a fait un plâtre sur lequel on a pu mettre la gouttière et donc réaliser, ici, Richard Abulus l'avait fait en résine, mais on aurait pu le faire en composite, on aurait eu peut-être un peu plus de translucidité. Et voilà ce qu'on a appelé cette maquette esthétique que l'on va essayer à la patiente. Et voilà ce que ça a donné sur la patiente. C'est un petit film qui dure que 30 secondes, mais regardez un petit peu. Donc, on va juste positionner ceci. Elle tombe aussi sur la lèvre inférieure et c'est assez joli. C'est pratiquement, t'as jamais rien Alors, ces maquettes esthétiques, non seulement, quand vous les essayez sur les patients, mettez un petit peu d'un gel pour que ça colle un tout petit peu sur la dent, pour que ça ne tombe pas, mais non seulement vous allez faire ça, mais vous allez carrément les sceller avec des ciments polycarboxylate, et le patient va partir chez lui avec sa maquette esthétique. Et cette maquette esthétique, vous allez la réutiliser le jour de la préparation des dents, et vous allez tailler vos 0,5 mm à travers la facette, enfin, ou la maquette provisoire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on voit sur le schéma ici, que j'ai tiré d'un article de Pascal Magne. Eh bien, pour avoir les 0,5, peut-être qu'il y a des zones où on n'aura carrément pas besoin d'aller toucher la dent. Alors bien sûr, s'il reste un petit peu de résine ou de composite, on va l'éliminer aux ultrasons. Mais donc, il y a très peu de zones où on va descendre profondément dans la dent, puisque cette maquette nous aura déjà donné une grosse partie du volume. Tout ceci a très bien été décrit par Galilée Gurel et puis aussi par Pascal Magne. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que ces maquettes esthétiques, eh bien, elles doivent être systématiques quand vous faites des cas antérieurs pour pouvoir vraiment prévisualiser, bien sûr, avec le patient, mais surtout vous aider à la préparation. Parce que le but aujourd'hui, c'est de pénétrer le moins possible dans la dent. Et en pénétrant le moins possible dans la dent, eh bien, on va favoriser le collage puisqu'on va être pratiquement que sur de l'émail. Et ça, on le fait depuis assez longtemps, même avec des facettes relativement épaisses. Ici, on avait un cas d'une dent qui était un peu lingualée. Seulement en faisant un wax-up et en faisant une clé horizontale, vous voyez qu'on a déjà la place pour la future facette. Donc, chez ce patient, il suffit juste de réaliser une petite préparation périphérique pour qu'on n'ait pas d'excès au niveau cervical comme on avait il y a 30 ans avec les premières facettes, et on obtient un résultat qui est tout à fait fiable et qui colle sur de l'émail uniquement, donc avec des résultats à très long terme. Un autre exemple où on a réalisé chez ce patient, eh bien, on a fait des facettes les plus fines possibles parce que grâce à notre mock-up, grâce à notre maquette esthétique, eh bien, on a pu descendre, si vous voulez, à minima dans la dent. Bien évidemment, quand il faut aller en deçà du point de contact, on reste en deçà. Quand il faut dépasser le point de contact, on le dépasse. Mais on essaye vraiment de rester pratiquement tout le temps sur de l'émail et ça nous permet d'avoir des résultats relativement esthétiques alors qu'on a été très peu mutilant pour le tissu dentaire sous-jacent. Parallèlement à ça, parallèlement à cette compréhension de ces protocoles esthétiques, eh bien, les facettes ont progressé. C'est-à-dire que les facettes dites pelliculaires d'aujourd'hui, elles n'ont plus du tout la même épaisseur que ce que l'on avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on fait des facettes essentiellement dans des matériaux comme le disilicate de lithium, l'IMAX. Et dans l'IMAX aujourd'hui, on a même des lingotins haute translucidité qui nous permet de vraiment ne pas avoir cette opacité qu'on avait à l'époque au niveau des premières facettes pelliculaires. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, un système comme Lumineers, il est quand même encore à mon avis relativement opaque et je suis beaucoup plus satisfait de réaliser des facettes pelliculaires dans un système qui utilise des chapes translucides qu'un système un peu plus opaque, pour les raisons dont on a déjà parlé. Alors, ça m'a permis de vous donner plus d'indications à ces facettes pelliculaires d'aujourd'hui. Puisqu'elles sont plus fines, puisqu'elles ont des teintes qui sont plus adaptées,
Eh bien, on va pouvoir, quand la coloration n'est pas trop forte et quand l'éclaircissement n'a pas donné grand-chose, eh bien, on va pouvoir masquer une petite coloration. On va pouvoir changer une forme ou un contour, une ligne de contour à une dent, ou fermer un diastème. Ça, c'est tout à fait une indication pour les facettes pelliculaires actuelles. Quand il y a des très légers défauts d'alignement, on peut bien sûr utiliser cette technique. Et puis, quand il y a des malformations d'émail, on verra un ou deux cas tout à l'heure, ça nous permet effectivement de réaliser une restauration esthétique tout en pénétrant le minimum dans la dent. Et après, il y a tous les cas aussi d'érosion et d'usure qui sont de plus en plus fréquents et qui sont, à notre époque, eh bien, des cas à traiter, si possible, en restant le plus dans l'émail de la dent. Alors voici un cas clinique que nous avons réalisé avec le laboratoire Protilab, où il y avait une dent dévitalisée, eh bien, qui est arrivée comme ça à mon cabinet sur la 11, et une dent assez vestibulée sur la 21, mais cette dent vestibulée était un petit peu dans l'axe naturel ou la courbure naturelle des dents antérieures, un tout petit peu trop peut-être vestibulée. Et donc on a essayé sur cette dent de travailler vraiment en restant dans l'émail, en faisant une facette extrêmement fine. Voici la dent au niveau d'un grossissement, et vous voyez que ces deux dents ont pas mal souffert. Ici, en haut, on a carrément des défauts, des concavités dans la dent qui continuent dans la racine et qu'il faut suivre au niveau de la préparation. Et on a juste au niveau de cette facette un tout petit peu recouvert le bord libre parce qu'il était vraiment trop dentelé et trop abîmé pour ne pas toucher à ce bord libre. Et donc, voilà les préparations. Vous voyez qu'on est vraiment extrêmement prudent. On a bien sûr ici un petit peu, on est un petit peu revenu vers le point de contact en mésial pour pouvoir faire un bon point de contact avec la dent d'à côté. Mais ici, on est resté en deçà du point de contact et on a vraiment, à part le congé, on est resté totalement dans l'émail sur tout le pourtour de la dent. Voici un grossissement assez important, la pénétration de notre fraise dans la dent. Vous voyez que vraiment on va essayer de pénétrer à peine de 0,3 mm dans l'émail de la dent naturelle, et on va vraiment, à part en proximal où on a essayé de marquer un congé pour que le prothésiste voit bien la limite, en dehors de ça on reste totalement dans l'émail sur toute la surface de cette dent antérieure. Ensuite, et c'est ce qui caractérise le système EasyFit, eh bien, le prothésiste, le technicien de laboratoire, n'a pas fait un wax-up avec une cire, il a fait un wax-up virtuel. Il l'a fait sur l'ordinateur, et donc on a une cire virtuelle pour la couronne et une cire virtuelle pour la facette. Et ensuite, voilà les deux cires virtuelles, eh bien, c'est envoyé à une société d'usinage qui va lui réaliser des chapes en matériaux translucides, et ces chapes, eh bien, elles vont être donc des chapes pressées, et ces chapes, elles vont être suffisamment fines pour que ici, dans la partie la plus bombée de la dent, eh bien, je suis avec 0,3 ou 0,35 mm d'épaisseur, et vraiment, j'essaye de conserver au maximum les tissus dentaires sous-jacents. Alors voilà, eh bien, un autre avantage de ces facettes pelliculaires d'aujourd'hui, c'est Pascal Magne qui l'avait montré. Plus on reste dans l'émail et plus on va essayer de se servir d'une insertion horizontale de la facette, même s'il y a une petite contre dépouillée ici, ça ne nous gêne pas parce qu'on va rentrer dans l'axe horizontal de la dent, la facette sur la dent. Et en revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal Magne et avec d'autres auteurs, je pense que pour coller ces facettes très fines pelliculaires, même si elles sont dans un matériau qui est plus résistant comme l'IMAX, eh bien, je pense qu'il vaut mieux utiliser une colle fluide, et j'aime bien le Varioling esthétique sur le NX3 de chez Kerr, parce que c'est des composites fluides, et ça va me permettre d'insérer la facette sans avoir à appliquer une force importante. Alors que si j'utilise du composite de cabinet de consistance classique que je chauffe, je n'ai pas la même viscosité à mon avis. Donc moi, j'avoue que je préfère le composite fluide. Et voilà les deux lingotins, une fois qu'ils ont été stratifiés au niveau de la face superficielle, au niveau de la face vestibulaire. Et voici le jour de la pose, la couronne et la facette, et on voit qu'on obtient des luminosités qui sont très proches, alors qu'on a en dessous deux supports qui sont totalement différents sur la facette pelliculaire et sur la couronne en IMAX. Un autre cas clinique d'érosion,
où là encore, on a étudié et on a utilisé eh bien, le projet esthétique. On a fait une maquette. Cette maquette, on l'a mise sur les dents des patientes et on a préparé les dents par rapport à ça. Et regardez, une fois qu'on a fait une clé horizontale, on voit déjà que ces dents se sont tellement usées qu'en vestibulaire, on a presque naturellement eh bien, l'épaisseur de tissu suffisante pour le matériau céramique. Eh bien, donc on n'a pratiquement pas à préparer ces dents au niveau vestibulaire. Et voici ce que l'on obtient au niveau esthétique. Je vais vous montrer ce cas pour deux raisons. D'abord, pour vous montrer qu'on peut aujourd'hui, avec des facettes pelliculaires, obtenir une certaine translucidité grâce à ces lingotins qui sont en haute translucidité. Et puis, deuxièmement, on a une épaisseur qui est quand même relativement... Alors, c'est un tout petit peu plus épais peut-être qu'une dent naturelle, mais on est tout à fait raisonnable. On n'a pas ce bulky effet qu'on avait de l'époque des facettes des années 90. Et on obtient des résultats qui sont, somme toute, relativement esthétiques. Alors les deux derniers cas, c'est des cas qu'on voit maintenant beaucoup dans nos cabinets dentaires, ces cas d'érosion ou de bruxisme, où le patient, avant de pouvoir faire des facettes antérieures parce qu'il a tout mangé, il faut remonter sa dimension verticale d'occlusion avec des composites directs ou en onlay. Et ensuite, une fois qu'on a remonté la DV, eh bien, on réalise sur lui des facettes pelliculaires qui vont à la fois nous permettre d'obtenir une esthétique raisonnable, mais surtout aussi un confort sur le plan mécanique, puisqu'une facette en disilicate de lithium, elle est à peu près 2 fois et demi plus résistante mécaniquement qu'une facette feldspathie. Et puis, un autre cas que j'aime bien, regardez cette patiente, les érosions qu'elle avait eues au cours de sa vie, et ce qui était intéressant chez cette patiente, regardez sur les préparations, j'ai vraiment regardé sur la canine, j'ai enlevé l'ancien composite, mais j'ai laissé pratiquement la nature avoir préparé ma dent, j'ai juste délimité un petit peu avec un congé ma limite périphérique de la dent, et vous voyez que on a vraiment, sur ces 6 dents antérieures, on est resté pratiquement dans des tissus à peine préparés. Et ce qui est intéressant, c'est le avant-après, bien sûr, mais ce qui est tout intéressant, c'est de voir quelques mois après comment la gencive accepte ces facettes pelliculaires et comment on peut obtenir des résultats esthétiques à long terme au niveau de ces nouvelles restaurations, puisque maintenant, il s'agit de matériaux plus résistants et puis aussi beaucoup plus translucides que ce que l'on avait il y a 20 ou 25 ans. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de faire le tour. Alors si on conclut, si on conclut au niveau de ces facettes pelliculaires, oui, ces facettes ont des indications et ont de plus en plus d'indications grâce à leur faible épaisseur et leur meilleure propriété optique. Leur résistance mécanique est plus du double de celle d'une feldspathie, donc on aura moins de petites fractures d'un bord libre au bout de quelques années et on pourra se permettre de mieux recouvrir les dents sans prendre trop de risques. Et puis, ce qu'il faut vraiment mettre en parallèle à ces progrès au niveau des matériaux, au niveau de ces facettes pelliculaires, c'est cette systématisation des projets esthétiques. Et quand je dis projet esthétique, ça veut dire de faire systématiquement des mock-ups, que ces mock-ups, vous les collez avec du polycarbonate et vous préparez votre facette dans le mock-up, ce qui fait que là, vous voyez après vraiment dans quoi vous avez pénétré. Et par là, très souvent, vous serez dans 0,2, 0,3 mm à peine dans la dent, et donc on pourra, avec une facette pelliculaire, totalement rétablir une harmonie et une esthétique au niveau de ces restaurations intérieures. Voilà ce que je vais vous dire en 30 minutes, et je crois que j'ai respecté mon temps, et je me permets juste de faire une petite allusion à la société que je préside toujours, la SFDE, parce que nous faisons dans 12 jours maintenant, le 4 juillet, une très grosse journée à l'hôpital américain de Paris, où on a des patients en direct qui seront soignés, soit au bloc, soit dans les cabinets dentaires. Il y a de la chirurgie, il y a des implants qui sont posés par Franck Bonnet, par Mithridate Davarpana, et aussi on a de la prothèse avec Marc Colanini qui nous montrera comment on soude des piliers en bouche pour pouvoir faire un bridge provisoire, avec Boris Jakubowicz qui vous montrera comment on fait une attelle provisoire immédiate, et puis on aura Gilles Aldier qui va nous faire toute une après-midi sur de la CFAO avec la conception et de la fabrication assistée par ordinateur. Voilà, vous avez mon mail, si ça vous intéresse, il reste encore quelques places, vous m'envoyez un mail et je vous renvoie le fichier à remplir. Voilà, je vous remercie, je vais remettre maintenant en marche ma webcam et puis je vais essayer de répondre à vos questions.
Merci, docteur Ziman, pour cette présentation complète. Il y a effectivement de nombreuses questions. Hein, certaines ont trouvé réponse pendant la présentation, mais il y en a de nombreuses autres. Je vais commencer par vous poser la première question, je vais la rephraser comme il convient, les facettes sans aucune préparation, qu'en pensez-vous? Mais c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer. On ne peut plus dire sans aucune ou avec un petit peu, parce qu'en fin de compte, tout dépend de votre projet esthétique. Récemment, Pascal Magne a écrit un article où il mettait de la non-préparation à la petite préparation, à la surpréparation. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend de votre cas clinique. De la non-préparation chez une patiente qui a des dents qui sont lingualées, ou par la nature et la position des dents, on a déjà la place, eh bien évidemment, vous pourrez lui mettre des facettes sans préparation et obtenir un résultat qui sera tout à fait satisfaisant. Toutefois, au niveau cervical, s'il n'y a pas eu du tout de préparation, vous aurez un petit peu un surcontour à cet endroit-là, alors que si vous aviez fait une légère marque, un léger congé dans cette zone-là, le prothésiste pourrait vous faire une facette qui serait totalement dans le contour, dans le profil d'émergence de la dent. D'accord, très bien, je vous remercie. Une autre question. Par ailleurs, quels sont les échecs qui ont pu être couramment rencontrés dans l'utilisation de facettes pelliculaires? Alors les échecs, on en a un petit peu parlé dans cette courte conférence. En fait, ils sont de deux ordres. Soit on n'a pas assez de place pour cacher un tissu sous-jacent. Le tissu est un peu plus sombre que ce que l'on pensait. On a mis une colle composite intermédiaire un peu plus saturée, mais malgré tout, ou un peu plus blanche, mais malgré tout, eh bien, une fois qu'on a collé, eh bien, on voit apparaître une zone marron ou une zone grise. Et le patient, comme c'est un défaut de luminosité, il va le voir tout de suite, et surtout sa famille va le voir tout de suite. Et donc ça, c'est une première partie d'échec, c'est de ne pas avoir estimé le défaut dans lequel on était, et donc du coup, de ne pas avoir assez préparé. Malheureusement, les facettes pelliculaires ont certaines indications, je l'ai montré, mais malheureusement, elles n'ont pas des indications pour tous les cas cliniques. Ce n'est qu'une partie de l'arsenal. Et le deuxième échec que l'on peut rencontrer, c'est quand on va demander trop à une facette. Si le patient a une guidance antérieure très marquée et que vous faites une facette pelliculaire et que dans cette guidance, la facette pelliculaire va prendre en charge une grosse partie de la guidance en propulsion, il y a un risque à long terme d'une petite fracture d'un bord de céramique, comme on avait avec la fesse phatique, parce que malheureusement, même si on est 3 fois plus résistant, ça peut ne pas être suffisant, ou 2 fois plus résistant. Très bien. Une question complémentaire au point que vous avez évoqué, effectivement, sur la gestion des teintes. Hein, et on a des questions sur comment on gère justement les teintes. Est-ce qu'il faut utiliser des composites de collage teintés, des composites de collage neutres? Quelles sont vos préconisations justement pour corriger ces effets de teinte? Alors, je pense que les composites de teinte sont tout à fait intéressants. Alors, en fait, les composites de teinte, c'était Paul Mira et Bernard Toiti qui avaient écrit dans leur livre il y a quelques années maintenant. Ils avaient montré que, en fait, ça influence à peu près de 10% le résultat esthétique. Et donc, si on a une dent que le céramiste livre et qu'elle est un tout petit peu trop lumineuse, eh bien, on va mettre un composite de collage un petit peu plus translucide, un peu plus gris, en basse luminosité, et ça va abaisser de 10% le résultat. À l'inverse, si on a une dent un tout petit peu plus grise, en mettant une colle un tout petit peu plus blanchâtre, on va remonter un petit peu la luminosité. Ce qui est intéressant aussi, c'est des colorants qu'on peut mélanger à la colle composite. Et moi, j'aime bien ceux de chez GC, du Gradia GC, parce qu'ils sont assez forts en teinte. Et par exemple, vous pouvez avoir une facette très bien réalisée par le céramiste, mais elle a une coloration marquée. Il faut réaliser une coloration très marquée au niveau cervical. Et pour lui, parfois, c'est difficile dans une facette aussi fine de le réaliser. Eh bien, vous rajoutez un petit peu de ce citron, cette teinte citron à votre colle, et vous allez avoir un effet en zone cervicale, bien sûr pas sur toute la dent, mais en zone cervicale très intéressant. Et donc vous aurez utilisé une colle neutre ou moyenne dans tout le reste de la facette, et au niveau d'1 ou 2 mm cervicaux, une colle un petit peu plus marquée en teinte. Donc ça peut nous aider dans le résultat esthétique.
D'accord. Et question toujours dans la thématique des teintes, est-ce qu'on est capable de réaliser des teintes très claires à partir d'une base très foncée? Est-ce que la facette pelliculaire le permet? Vous voulez dire, on a un support en dessous A4 Voilà, et on va aller chercher à faire une dent à 1? Oui, mais il exactement. va falloir que le lingotin soit relativement opaque. Et donc, du coup, on risque d'avoir une facette un petit peu trop translucide à la fin. Là, je pense qu'il faut bien réfléchir à l'épaisseur des matériaux. Il ne faut pas oublier que le céramiste, s'il fait une facette pelliculaire, il va avoir 0,3 mm d'épaisseur. Il va donc avoir très peu de place, 0,3, 0,4 mm, il va avoir très peu de place pour stratifier et pour empêcher la lumière d'aller jusqu'au tissu sous-jacent et de revenir après vers nous. Et donc, c'est vrai que si on a une teinte à 4 et qu'on veut arriver à 1 à la fin, bah, il va falloir préparer un petit peu plus et peut-être que ce sera plus une facette pelliculaire réelle, mais une facette un peu plus classique de 0,5 mm d'épaisseur. Donc là, c'est attention à la limite d'indication de la facette pelliculaire. Très bien. Une question sur les contre-indications des facettes pelliculaires. Quelles sont-elles? On évoque là, la question évoque directement le bruxisme. Est-ce que donc le bruxisme est une contre-indication et éventuellement est-ce que vous pouvez développer sur ce que vous estimez être les contre-indications à l'usage des facettes pelliculaires? Non, non, je pense que le bruxisme n'est pas du tout une contre-indication. Si vous regardez le dernier cas que j'ai présenté, en fait, cette patiente, elle avait quand même bien usé ses dents, elle avait un bruxisme assez marqué, mais elle avait eu une petite perte de DV. Et bien, en remontant la dimension verticale d'occlusion et en lui faisant porter une gouttière la nuit, eh bien, on peut très bien réaliser des facettes céramiques et obtenir un résultat à long terme satisfaisant. Bien évidemment, chez ce genre de patients, il faut les prévenir du risque, puisque c'est un patient qui bruxe, qui va continuer à bruxer, et c'est vrai qu'il y a un risque de fracture d'une facette à long terme, mais pas plus. Il y aura eu un risque sur sa propre dent au niveau de ce patient, et je crois que très souvent, on a constaté chez ces patients qui bruxent que le fait de les remettre dans une dimension verticale un petit peu plus haute, eh bien très souvent ils sont plus confortables. En fait, ils bruxent plus parce que souvent ils ont perdu de cette dimension. D'accord. Une question complémentaire à ce qu'on vient d'aborder. Que fait-on en cas de fracture de la facette? Quelles sont les solutions? On n'a pas de solution. Quand on a une fracture de la facette, il faut refaire une autre facette. Malheureusement, coller du composite dessus, je n'y crois pas du tout. Très bien. Les questions affluent. Excusez-moi, je reprends. Oui, des questions autour de la démarche de projet esthétique et de mock-up, avec une question directe qui est de dire, est-ce que quelque part, le fait de rentrer dans cette démarche de projet esthétique et de mock-up ne nous amène pas par rapport aux patients à nos résultats, hein, sur la qualité de la réalisation? Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec la personne qui a posé cette question parce qu'au contraire, le mock-up n'est que une idée du résultat à obtenir, mais une fois que le patient a validé le mock-up, et je crois que c'était Patrick Missica qui me montrait une entente préalable d'un confrère où il avait fait signer la patiente par rapport à l'essayage du mock-up, et la patiente avait dit voilà, si le résultat est comme ce mock-up, eh bien je suis satisfait. Et donc le mock-up, c'est de la mauvaise céramique, c'est de la très mauvaise céramique ou du très mauvais composite. Donc il est moins beau, il est moins esthétique, il est moins bien ajusté et moins esthétique en teinte que ce que l'on peut obtenir après. Donc si le patient a validé la maquette, bien évidemment, il va valider le résultat final. Et ce qui est intéressant avec la maquette, c'est que parfois, il m'arrive de faire une maquette parce que le céramiste a pensé que c'était vers ça qu'il fallait aller. Et quand on l'essaye au patient, il n'est pas du tout d'accord. Et il va nous faire valider sa maquette à lui. C'est le patient qui va dire, voilà, je veux cette dent plus courte, je veux cette dent moins bombée, ou au contraire, je veux des dents qui ressortent plus, je veux que vous agrandissiez mon sourire. Et ça va être validé par le mock-up
mais par le patient. Et si le mock-up est validé et qu'il est bon, ben le résultat final peut être encore meilleur. Très bien. Des questions nous arrivent aussi autour de le démontage, c'est le terme qui est employé, démontage d'une ancienne facette. Comment on s'y prend? Est-ce qu'effectivement aussi on peut enlever une facette pelliculaire une fois qu'elle a été collée? Alors, le meilleur des moyens, mais malheureusement, je n'ai eu qu'une ou deux fois en test parce que ça coûte cher, c'est un laser. Avec un laser, on met 2-3 petits coups de laser sur la facette. Ça doit provoquer une destruction de la colle et la facette ressort toute seule. Et maintenant, tous les cabinets dentaires n'ont pas de laser et c'est un petit peu gênant. Il faudrait se renseigner. Du coup, alors là, c'est pas du tout mon domaine, mais ça marche. Effectivement, ça marche. Sinon, moi, j'utilise une fraise diamantée et je retaille dans l'ancienne facette jusqu'à m'approcher de mon ancienne limite de préparation et après, avec des ultrasons, d'éliminer les excès de colle qui sont restés souvent très tenaces sur la dent. Aujourd'hui, comme ces facettes pelliculaires collent essentiellement dans de l'émail, et parfois un tout petit peu sur la dentine, on a énormément de mal à éliminer la colle et il faut le faire très souvent à la fraise parce qu'avec les ultrasons, on n'y arrive pas. Très bien. Une question sur la gestion des points de contact. Comment gère-t-on les points de contact quand on ne touche pas la zone interproximale? Alors, peut-être que je me suis mal exprimé. Si on doit changer la ligne de transition mésiale ou discale, donc interproximale, il faut passer au-delà du point de contact. Il ne faut pas rester en deçà. Il faut le dépasser pour que le céramiste réalise en céramique ce point de contact. Mais ceci n'est intéressant que si on doit cacher le point de contact. Si la dent est très bien, avec un bon point, une belle surface de contact avec la dent d'à côté, que cette zone n'est pas colorée, pourquoi voulez-vous aller le détruire? Vous gardez votre point de contact naturel et vous mettez votre facette que vestibulairement à cette zone-là. Et c'est uniquement quand on doit la cacher ou transformer. Souvent, on change les lignes de transition parce qu'on doit transformer cette ligne de transition. Et ce qui est très intéressant avec les facettes pelliculaires, c'est qu'effectivement, ces zones proximales, on arrive, quand on a des têtes diastème, à faire des facettes beaucoup plus fines dans la zone proximale. Le retour est beaucoup plus fin que ce que l'on obtenait avec les facettes prismatiques d'il y a 20 ans. Donc, je vous vois un peu moins bien. Est-ce que la connexion est moins bonne? Il semblerait que la connexion soit peut-être un peu lente en termes de débit, mais ça devrait se stabiliser. Questions complémentaires qui sont là plus effectivement dans la relation avec le patient. Faites-vous signer un libre consentement pour tailler les dents en préparation des facettes à vos patients? Et si oui, avec quel libellé? Non, je ne fais pas signer ce type de consentement. Moi, je passe beaucoup de temps à montrer et à expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut du visuel et il faut vraiment montrer au patient ce qu'on lui propose et ce qu'on va lui faire sur ses dents. Alors, avec ces facettes pelliculaires, on est encore plus à l'aise qu'avec des facettes ou des couronnes classiques puisqu'on prépare moins les dents. Donc, on va avoir très souvent une très légère préparation dans la dent résiduelle et donc le patient va encore plus valider ce projet esthétique et ce type de traitement. Le problème, la seule difficulté qu'on a, c'est de bien faire comprendre au patient que si on a préparé la dent, eh bien c'est définitif, c'est-à-dire qu'après on ne peut plus revenir en arrière. Et là, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec lui montrer, lui photographier des cas et vraiment j'incite nos confrères et nos consoeurs à de plus en plus utiliser leur téléphone, leurs appareils photo pour visualiser, pour montrer aux patients ce que l'on fait tous les jours dans nos cabinets dentaires parce que c'est vraiment quelque chose de facile, c'est un outil indispensable, je dirais, à la dentisterie moderne et à la dentisterie esthétique encore plus. D'accord. Toujours dans cette thématique de la relation avec le patient, justement une question qui dit, puisqu'on est entre nous, comment facturer le traitement préparatoire, le wax-up et le mock-up, avant que le patient se décide définitivement sur le projet? Alors, moi si je fais un wax-up, un mock-up
une gouttière thermoformée et une résine, eh bien, je le facture en hors nomenclature, même si je sais qu'on peut maintenant mettre une codification, bien sûr remboursée par la sécurité sociale pour les modèles d'études, mais moi je le facture, si vous voulez, et ce que je fais, c'est que le prothésiste me facture sa partie et j'applique un tout petit coefficient, mais qui est vraiment très faible, parce que j'estime que c'est un outil indispensable pour le dentiste. On ne peut plus réaliser un cas d'esthétique sans le faire. Et donc, on ne peut pas proposer un devis à un patient pour un cas antérieur où il y a plusieurs dents qui sont concernées sans avoir utilisé cet outil. C'est comme si aujourd'hui un implantologue ou un implantologiste, je ne sais pas comment on dit, eh bien, moi je ne fais pas d'implant, bon, je ne sais pas trop, mais c'est comme si aujourd'hui il posait des implants sans avoir fait un scanner. C'est exactement pareil. Pour moi, le projet esthétique, il est aussi important que le scanner est important pour un implantologue. Très bien. Une demande de précision sur le collage. Est-ce que le collage se fait bien sous digue? Est-ce qu'il se fait bien sous digue? Alors, je sais que j'ai présenté à l'AVF, il y a donc le cas de la patiente dont on a vu la petite vidéo, j'ai présenté ce cas, et après ce cas-là, où on avait fait que les préparations de l'empreinte, j'avais présenté un cas d'une facette chez une consoeur, et cette consoeur qui était la patiente, elle avait refusé que je lui mette la digue parce que la limite vestibulaire de sa facette était sous-gingivale, on n'avait pas eu le choix, et c'est vrai que mettre la digue sur ce cas était vraiment très périlleux. J'avais essayé, ça avait fait des marques dans sa gencive, et en fin de compte, le jour de l'AVF, je n'ai pas mis la digue. Elle a toujours sa facette, ça fait maintenant, je crois, 8 ans, ça n'a rien changé au collage. La digue n'est pas un but, c'est juste un moyen pour travailler à l'abri de la salive. Mais c'est vrai que pour les facettes, c'est parfois un petit peu plus difficile, et on est obligé, et c'est ce que je fais quand je veux mettre la digue pour les facettes, on est obligé de travailler dent par dent. C'est-à-dire qu'on met une digue globale, si on travaille sur les 6 dents devant, on va aller une digue jusqu'aux premières prémolaires, et ensuite on va clamper une par une chaque dent qu'on va coller. Parce que sinon, on n'arrive pas à repousser la digue sous-gingivalement assez profondément pour ne pas être gêné par les dents d'à côté. Et donc, en faisant ce système et en collant dent par dent avec le clamp qui vient se mettre sur la dent unitaire, on y arrive assez facilement. Et je sais qu'il y a aujourd'hui sur le net plusieurs conférenciers qui montrent des belles techniques pour placer la digue dans le collage des facettes. Ce n'est plus. Vous avez, si nos auditeurs les ont aussi, des petits bruits par moment. On connaît des petits problèmes de qualité de son. Oui, enfin, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, je crois qu'on nous suit quand même. Oui, j'espère. Il y a une question qui est réitérée concernant justement toujours sur la thématique du collage. Comment gérer le collage quand on ne touche pas à la zone interproximale? Je veux dire, l'interlocuteur insiste et reste un peu sur sa faim sur la réponse qui a été donnée. Il ne parlait pas du collage, tout à l'heure il parlait de la préparation. Mais au niveau du collage, quand on ne touche pas la zone interproximale, je ne comprends pas très bien sa problématique. C'est-à-dire que, en fait, il va mettre une matrice transparente, il va venir avec sa facette collée, et dans la zone proximale, eh bien, s'il y a du composite, il va repartir des composites en excès, et il y aura donc une partie linguale qui va être sa dent, et une partie vestibulaire qui va être la facette céramique. Je ne vois pas, il faudrait qu'il précise un petit peu plus, je ne vois pas où est son souci sur le plan clinique. Parce que s'il a mis une matrice transparente entre les deux dents, il ne risque pas de passer beaucoup de temps à éliminer les excès, et ça va être relativement facile. Et le seul risque qu'il ait, c'est s'il a mal calculé la ligne de visibilité et que l'on ait une zone de colle qui soit pas suffisamment, si vous voulez, masquante pour cacher un tissu sous-jacent qui serait plus sombre. C'est le seul risque que je vois en proximal. Et les erreurs que je vois parfois dans des patients qu'on me réfère, c'est des zones proximales qui apparaissent sombres parce que le dentiste, justement, il n'a pas été suffisamment loin à l'intérieur de la dent, et donc on a cette zone de jonction dent céramique ou dent colle céramique qui est visible.
Mais c'est parce que la préparation n'a pas été aussi loin. C'est pas parce qu'il y a une difficulté au niveau du collage. Je vois pas trop. Il faudrait peut-être qu'il précise sa question s'il veut être plus précis. D'accord, très bien. Une question sur la préparation et le collage sur composite. Comment fait-on? Ça veut dire que s'il y a un ancien composite, par exemple, Oui, il y a tout à fait. un mal à l'ancien composite. Alors déjà, il faut être sûr que ce composite soit étanche. Si c'est le praticien lui-même qui l'a fait il y a quelques années, il n'y a pas trop longtemps, eh bien, il a confiance dans ses matériaux, il a confiance dans son protocole, il n'a pas à le refaire. Maintenant, si c'est un ancien composite fait il y a 20 ans par ce dentiste, ou si c'est un composite fait par un confrère et on ne sait pas quand et on ne sait pas comment, je conseille vraiment à nos confrères et à nos consoeurs de refaire la restauration composite avant de démarrer la préparation de la facette, parce qu'il faut être sûr de ce composite, parce qu'il va être quand même dans une zone où il va être collé à de la colle composite, il y a une facette, il faut être sûr qu'il y a une étanchéité du tissu sous-jacent ici, donc d'un matériau. Et après, pour que ça colle bien, c'est Michel Derange qui avait montré, le regretté Michel Derange, qui nous avait montré que c'est très facile de coller sur du composite. Eh bien, vous repassez une fraise, ce que l'on fait puisqu'on va préparer la dent. Ensuite, vous mordancez, vous rincez, vous mettez votre adhésif, et entre la colle composite et le composite sous-jacent, on a une très bonne liaison. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien, merci. Une question très précise, hein, qui est d'un de vos confrères qui dit, par exemple, dans le cas d'une incisive avec angle fracturé, comment gérer la différence d'épaisseur et de teinte entre le milieu de la facette et l'angle? Alors, c'est déjà plus une facette pelliculaire, visiblement, puisque là, on a déjà une grande perte de substance. On ne va pas faire une facette de 0,3 mm au niveau du bord incisal juste pour se faire plaisir à faire une facette pelliculaire. Donc on va se retrouver dans une facette classique, voire même pour un 3/4 en fonction de la fracture. Et là, c'est vraiment la stratification du céramiste qui va nous donner le résultat. C'est au céramiste à imaginer la lumière, comment elle va pénétrer dans la dent, comment elle va revenir vers nous et nous donner à peu près le même résultat avec la zone où on n'aura que de la céramique sur la zone de l'ancienne fracture. Mais c'est un petit peu ce que j'ai montré avec le cas où on avait une facette pelliculaire à côté d'une couronne sur dent dévitalisée, le cas qu'on a fait avec Protilab. Comment j'obtiens à la fin un résultat esthétique satisfaisant? Par de deux manières. Petit 1, au niveau de la stratification, le céramiste doit avoir une différence entre la couronne unitaire et la facette, quand on le met sur un fond noir, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis, deuxièmement, je vais jouer sur ma colle au niveau de la facette, c'est-à-dire que peut-être une zone, je vais prendre une colle un petit peu plus translucide, et dans une zone où j'ai besoin peut-être de remonter un petit peu la lumière, je monte une colle un petit peu plus lumineuse. Et ça, aujourd'hui, les principaux systèmes de colle composite vont nous le donner. Et je répète, moi, j'utilise pour les facettes des colles composites qui sont un petit peu fluides. Je n'aime pas tellement les techniques utilisant du composite de cabinet, composite classique de restauration que l'on chauffe, comme le font plusieurs des conférenciers assez célèbres, assez connus et reconnus. Et pourtant, moi, je n'aime pas parce que la facette pelliculaire, dans ce cas-là, j'ai toujours peur d'avoir une difficulté à l'insérer, comme je l'ai montré, on a une insertion horizontale. Et j'avoue que si j'ai un matériau plus fluide, là, je vais être sûr de faire pénétrer ma facette facilement, sans forcer et en allant jusqu'à ma limite de préparation. D'accord. Concernant justement dans la lignée, les éléments pratiques dans les phases de collage, est-ce que vous tenez la facette avec un instrument spécifique? Je l'ai fait il y a quelques années, il y a des petits sites, je sais qu'il y a plusieurs sociétés qui commercialisent des petits kits avec des colles, avec des petits systèmes, je sais que WAM en faisait un, etc. Le problème, c'est que je pense que c'est plus facile de placer une facette en antérieur que de placer un inlay en postérieur. Donc je pense que l'insertion d'une facette peut se faire avec nos doigts. En revanche, ce qui est très très important, c'est d'abord, quand il y a plusieurs facettes, de les essayer de contrôler les points de contact avant le collage. Avant le collage, on les essaie. Et une fois qu'on a collé une facette,
et qu'on doit mettre la collatérale, on réessaye parce que, à cause de la colle, eh bien, on peut avoir une toute petite différence et cette petite différence peut gêner l'insertion de la deuxième facette. Donc, c'est pas parce qu'on a essayé nos points de contact, qu'on a essayé l'ajustage avant collage qu'il ne faut pas le refaire une par une. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour coller des facettes céramiques. C'est une séance qui est longue, la séance de collage. Très bien. Question sur comment faire tenir des facettes provisoires une fois l'empreinte définitive faite. Alors, là aussi, il y a différentes situations cliniques. Si ce sont des facettes pelliculaires où il n'y a pas eu du tout de préparation, à ce moment-là, on n'a pas besoin de facettes provisoires. Puisqu'il n'y a pas eu de préparation, le patient il est avec ses dents. S'il y a eu des préparations dans 0,3 mm d'épaisseur, puisqu'on est en facette pelliculaire, eh bien, à mon avis, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser encore une fois la maquette esthétique. C'est-à-dire un double de la maquette esthétique, ou alors la gouttière qui a servi à former la maquette esthétique, et vous mettez de la résine ou du composite fluide dans la gouttière thermoformée. Sur la dent ou sur les dents, vous mettez un gel hydrosolide, un gel qui s'élimine facilement, qui fait que ça ne va pas coller. Vous replacez votre gouttière et vous polymérisez que quelques secondes chaque dent. Vous retirez, donc encore facilement retirer cette gouttière, donc qui contient maintenant la résine de ces facettes provisoires, et vous repolymérisez en dehors de la bouche les facettes, une par une ou par bloc si vous voulez. Et après, moi, pour les coller, alors je sais qu'il y a une technique qui utilise des points de colle où on a mordancé 3 points de la dent et on a juste mis un petit peu de composite à cet endroit-là, c'est une technique. Moi, j'utilise une autre technique, j'aime bien les polycarboxylates parce que c'est des ciments qui sont faciles à éliminer à la séance de collage. Et en fait, je colle ces facettes avec du ciment polycarboxylate et ça tient tout à fait suffisamment pour la séance, semaine d'attente de la réalisation des facettes céramiques définitives. Très bien. Donc nous arrivons au bout. Donc je vais vous poser la dernière question. Quel est le nombre quel est le nombre moyen de séances que l'on doit compter pour la pose d'une facette pelliculaire? Alors, c'est très simple. En fait, tout est assez organisé. Au premier rendez-vous, on voit le patient, on ne lui fait pas encore de devis définitif, on peut juste lui faire un devis pour la partie de la réalisation de la maquette. Donc ce patient, on le voit un quart d'heure, on prend des empreintes aginates haut et bas, on prend des photos et on envoie ça au céramiste. Celui-ci va nous faire la maquette esthétique et à la séance suivante, séance d'une demi-heure, on va poser, si c'est un groupe de 6 facettes, on va poser donc la maquette, on va essayer avec le patient va la valider et on va la coller au polycarbonate. La séance suivante, c'est la séance de préparation et d'empreinte. Et là, en fonction du nombre de dents, la durée du rendez-vous est un peu plus longue. Moi, je compte à peu près qu'il me faut une demi-heure, tout compris par dent. C'est-à-dire que si j'ai 6 dents, je compte un rendez-vous de 3 heures, où je vais faire mes préparations, mon empreinte et des jolies facettes provisoires. Et des photos, bien sûr, une fois les facettes provisoires placées. Et ensuite, pour la séance de pause, je vous l'ai dit, là c'est pareil, c'est 8 jours après, et là je vais compter en moyenne 20 minutes à 25 minutes par dent, multiplié par le nombre de dents. Donc il faut prendre du temps, parce qu'on ne peut pas faire des facettes céramiques en le faisant en 20 minutes, c'est pas possible. Mais si on s'organise comme ça, c'est quand même une technique qui est rigoureuse, mais qui est très, on va dire, établie et qui nous permet de vraiment obtenir des résultats qui soient acceptables, qui soient valables sur le plan esthétique et surtout qui nous donnent la confiance de nos patients parce qu'on a maintenant des résultats à long terme de ces techniques de collage. Très bien. Merci infiniment à nouveau, Dr Ziman, pour cette présentation, ainsi que pour vos réponses sur les facettes pelliculaires. Merci également à tous les participants. Et pour ceux qui veulent revoir ce webinaire ou ceux qui n'ont pas pu y assister, sachez que la vidéo sera en ligne dès demain sur notre site www.lesmardisdeprotilab.com. À bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.